les défauts de l'organisation. Alors qu'il rencontre de telles difficultés pour accomplir sa mission de gestionnaire et qu'il a déjà tant d'occasions de se mettre les marins à dos, la guette manque en plus de perspicacité. Il se permet de juger les actions militaires des capitaines et de critiquer certaines décisions opérationnelles qui ne sont pas de son ressort. Lui, qui reconnaît son incompétence dans les choses militaires et dans les affaires de la marine, s'avise pourtant de recommander à Colbert l'annulation d'une croisière des galères programmée en 1663 sur les côtes de Barbarie, car, estime-t-il, ce voyage-là ne sera pas de grande utilité. Ce genre de remarque déplaît foncièrement au ministre qui, en tant qu'intendant des finances, n'assume, du moins officiellement, aucune responsabilité opérationnelle. En Méditerranée, le tellier est en principe le seul responsable. Si Colbert détient le pouvoir de fait, il évite avec soin de laisser apparaître la moindre ambition. Quelques mois plus tôt, la Guette a déjà été rappelée à l'ordre pour avoir laissé entendre que Colbert était l'inspirateur des décisions du roi pour la marine. J'ai reçu après des compliments sur ce sujet, reproche le ministre, qui n'en fait qu'augmenter l'inquiétude que j'ai de ces sortes de discours, lesquels pourraient être de mise dans un autre temps que celui-ci, mais qui ne sont ni recevables, ni conformes à mon humeur, et bien moins à l'état où je me trouve, Sa Majesté me faisant trop d'honneur de se servir de moi en qualité d'intendant des finances et comme le dernier du Conseil royal. Ce rappel à l'ordre met en lumière le défaut essentiel de la structure mise en place par Louis XIV. Les gestionnaires de la marine ne dépendent pas de l'hôtelier, responsable officiel des choix opérationnels, mais sont sous l'autorité de Colbert. Ce dernier a l'oreille du roi et profite largement de cette anomalie. Elle lui permet, à défaut d'en détenir la fonction, d'être le responsable de fait de la marine. Louis XIV dirige ses affaires lui-même, mais Colbert est le principal inspirateur des décisions royales, dans le domaine de la gestion comme dans celui des opérations. Il est mis au courant des moindres événements par des serviteurs fidèles, au premier rang desquels on trouve la Guette. Colbert inspire, le roi décide, le tellier entérine. Les amiraux connaissent bien le fonctionnement du système. Ils ont vite compris que tout passe par Colbert et savent que, lorsqu'ils sont en désaccord avec lui, ils peuvent se rendre à la cour plaider directement leur cause auprès du roi. Ainsi, le marquis de Terne, lieutenant général des galères, va obtenir en 1663 son maintien en fonction malgré ses 87 ans. L'année précédente, les officiers de galère se plaignaient sans cesse de leur chef et la Guette écrivait à Colbert. Monsieur de Terne est parti pour aller à la cour. Je le crois assez disposé à prendre quelque récompense de sa charge. Mais je persiste à croire qu'il serait bon de supprimer cette charge-là et donner le commandement des galères à quelques bons sujets. Suivant cette recommandation, Colbert a conseillé au souverain de démettre de Terne de sa charge, mais après plusieurs interventions de l'amiral à la cour, le roi décide de son maintien en activité aux grandes dames de la Guette qui compte désormais un ennemi de plus. Le conflit La Guette-Duquesne. Le plus redoutable adversaire de la Guette est son comtesse Duquesne. L'amiral ne peut souffrir l'autorité confiée à l'intendant et n'en fait qu'à sa tête. De novembre 1662 à mars 1663, la plupart des lettres de la Guette à Colbert sont consacrées au conflit qui l'oppose à l'amiral. Lorsqu'en parlant de Duquesne, l'intendant écrit à Colbert « Cet homme est épineux et difficile à persuader. Il ne fait que confirmer l'opinion générale de ses contemporains. Duquesne a effectivement un caractère particulièrement difficile qui le fait détester de ses subordonnés, de ses pairs et de ses chefs. Il est intéressé, rusé et retors. Il a une haute idée de sa valeur et n'accepte pas la contradiction, surtout si elle vient d'un subalterne. Il a un profond mépris pour la Guette, cet officier d'artillerie qui n'entend rien aux choses de la mer. La Guette reproche à Duquesne ses dépenses inconsidérées. Il le soupçonne de malversation.
Il envoie à Colbert des rapports de plus en plus violents contre l'amiral. Craignant pour son autorité, il sollicite le soutien du roi. Si on tolère cet homme-là dans sa manière d'agir, je vous jure sans passion qu'il en résultera de méchants effets qu'il en coûtera au roi. Si je ne suis pas appuyé, il est impossible que je puisse bien servir. Au début du conflit, la Guette reçoit un soutien très ferme de Colbert. Quant à la prétention du dit Duquesne, lui écrit le ministre, vous ne devez en aucune façon vous y arrêter, n'étant ni raisonnable ni de qualité à être admise dans la résolution que le roi a prise de faire la loi à ces messieurs, les officiers, et de n'avoir point de condescendance pour leurs fantaisies et leurs inclinations. Rassuré, mais maladroit, la Guette se permet aussitôt de critiquer les marins pour le manque de succès contre les barbaresques. L'été dernier, on m'avait fort promis de tenter quelque chose contre les barbares, mais je n'ai rien vu ni ouï que des choses d'intérêt particulier. Il accuse Duquesne de falsifier ses inventaires. Je ne puis souffrir, déclare-t-il, qu'un homme qui a moins de mérite que les autres se veuille distinguer avec tant de fierté. La Guette est allée trop loin. Ses plaintes incessantes indisposent Colbert, qui, bien que considérant Duquesne comme un homme difficile, apprécie la compétence de ce marin résolu, actif et désireux de se signaler. En outre, le ministre sait très bien que jamais le roi ne retirera sa confiance à cet officier fidèle auquel il voue une grande admiration. Aussi donne-t-il à la Guette l'ordre de bien traiter M. Duquesne et de vivre en bonne intelligence avec lui. En principe, l'affaire est close. Mais la Guette ne manque toutefois aucune occasion de critiquer son ennemi et ne cesse de distiller des soupçons contre lui. Début mars, Duquesne est en retard pour appareiller. La Guette s'empresse d'en informer Colbert et, rejetant les justifications du marin, termine son rapport en décochant une nouvelle flèche. En vérité, monsieur, je ne saurais m'empêcher encore une fois de dire que cet homme est trop persuadé qu'il est considéré et nécessaire. 3 jours plus tard, Duquesne apparaît sur le Soleil. Pris dans une tempête, juste après son départ, il démate et perd des voiles et des agrès. Nouveau rapport de la Guette, nouvelle suspicion. Ce malheur nous surprend tous, car le Soleil a été si bien radoubé qu'il est estimé aussi bien qu'un navire neuf. Pour réparer le Soleil, comme il n'y a plus de mât dans les magasins, on prend le mât du Saint-Louis. Cette technique du cannibalisme est alors, faute de moyens et d'organisation, d'une pratique courante. La Guette rend compte au ministre. Le retour de M. Duquesne a coûté 7228 livres, bien que je ne lui ai pas donné tout ce qu'il demandait. Ceci, monsieur, doit vous faire remarquer qu'il est malaisé d'observer l'économie avec des gens, l'or principalement, qui sont trop attachés à leur opinion. Colbert, las de ces incessantes querelles, envoie à la Guette une lettre lui intimant l'ordre de mettre fin une fois pour toutes à son différend avec Duquesne. J'ai un sensible déplaisir, monsieur, répond l'intendant, de voir par votre lettre du 6 de ce mois que vous ajoutez plus de créances aux lettres de monsieur Duquesne qu'à ce que je me suis donné l'honneur de vous écrire. Il a même l'audace d'ajouter: ayez la bonté, monsieur, de croire qu'il y a une véritable différence de la probité et de la personne de monsieur Duquesne à la mienne, et qu'il ne m'arrivera jamais, pour quelque raison que ce puisse être, de vous mander des mensonges pour des vérités. Mais, discipliné et prudent, la Guette va, dès lors, modérer ses plaintes contre Duquesne. Un centralisme paralysant. Si ces conflits illustrent l'indiscipline des officiers, ils mettent surtout en lumière les défauts de l'organisation. Les règlements sont confus, les responsabilités et les pouvoirs mal délimités. Chacun, surtout s'il est de grande noblesse ou s'il a l'oreille du roi, peut aller se plaindre à la cour et personne ne peut préjuger des décisions royales. Mais le plus grand travers de cette structure est, sans contexte, sa centralisation confondante.
Elle peut tout aussi bien décourager les initiatives de la base que l'inciter à trop de liberté. Elle ralentit la prise de décision et la mise en œuvre des ordres à une époque où il faut déjà 6 à 10 jours pour qu'une lettre adressée à Paris reçoive une réponse à Toulon. Ce mal qui touche et paralyse tous les corps de l'État sévit encore plus cruellement dans la marine, où Colbert veut tout savoir et tout contrôler. Il rend compte de tout au roi, qui décide en dernier ressort. Un exemple, saisissant parmi tant d'autres, montre jusqu'à quelles aberrations conduit alors ce travers. Le 27 mars 1663, Laguette écrit à Colbert: Suivant la coutume, pendant la Semaine sainte, j'ai visité les galères et l'hôpital. J'y ai trouvé 10 forçats invalides, dont je vous envoie les noms, ainsi qu'à monsieur de Brienne, afin que, si le roi veut que je les fasse déchaîner, que l'on m'envoie les ordres de Sa Majesté. Autrefois, ajoute-t-il, les commissaires les faisaient sortir sans attendre l'ordre du roi. L'armement de nouveaux navires. Assurer les missions confiées par le roi à la marine et préparer l'expédition en Barbarie implique le renforcement de l'escadre du Levant, la construction et l'armement de nouveaux bâtiments et surtout la remise en état des anciens navires dont plusieurs ont montré lors des dernières croisières leur décrépitude avancée. Colbert décide des travaux à entreprendre. Laguette en suit la réalisation. Mais les limites budgétaires imposées par Colbert rendent particulièrement difficile la tâche déjà lourde de l'intendant. Le ministre a bien obtenu du roi une augmentation considérable du budget de la marine qui, de 300 000 livres en 1661, a été porté l'année suivante à 3 millions de livres. Colbert n'en est que plus exigeant. Il contrôle tous les devis, réclame des justificatifs pour la moindre dépense. S'il estime cette dernière trop élevée, il réagit sur le champ avec vigueur. Ainsi, en septembre 1662, il s'indigne auprès de Laguette du coût qu'il estime exorbitant du radoub de vaisseaux qui n'ont passé que 4 mois en mer. Je vous avoue que j'en ai un dégoût et une mortification plus sensibles que je ne saurais exprimer, d'autant plus que s'il n'y avait pas de moyen de remédier à une chose si extraordinaire et qui tombe si peu sous le sens, il vaudrait mieux abandonner tout à fait le dessein de la marine que de s'engager à des dépenses exorbitantes et s'imposer en même temps à la raillerie des étrangers qui se moquent de ce que nous employons si inutilement des sommes immenses. En effet, l'on a reçu des lettres d'Angleterre où, ce désordre étant connu, l'on nous traite comme des ridicules et des gens incapables des affaires de la mer. Pour sa marine, l'Angleterre ne dépense que 3,5 millions de livres par an, à peine plus que la France, alors que sa flotte est forte de 153 bâtiments de guerre. Mais les navires anglais, eux, n'ont pas été laissés à l'abandon pendant de longues années. En juillet 1662, Colbert donne ses ordres à Laguette pour les nouvelles constructions navales à entreprendre. Je dois vous dire que, le roi étant à présent en paix avec tous ses voisins, et n'y ayant point d'apparence que Sa Majesté ait à soutenir une autre guerre que celle qu'elle veut faire aux corsaires, il suffira de bien entreprendre tous les vaisseaux qui sont dans les ports, sans s'engager à faire de nouveaux bâtiments. Convaincu par les marins expérimentés, comme Paul, duchesse et duchesse, de la nécessité absolue, pour prendre un chassé barbaresque, de s'équiper de bâtiments plus rapides que les lourds vaisseaux ronds, qui arment actuellement la flotte française, Colbert envisage toutefois la mise en chantier de frégates légères qui soient entièrement bonnes à la voile et propres à combattre les pirates. Beaufort ne partage pas cet avis. Et le ministre, qui n'a pas encore jugé le niveau d'incompétence du duc, s'interroge et reporte sa décision. Il sera bon, recommande-t-il à Laguette, que vous observiez avant de prendre aucune résolution pour la construction de ces frégates légères, que monsieur le duc de Beaufort m'a dit que les capitaines les plus expérimentés estimaient que l'on ne saurait bâtir de meilleurs vaisseaux que les nôtres
pour faire la guerre audits pirates, ce qui est directement opposé à ce que le vice-amiral m'a écrit par toutes ses lettres, ce que nous examinerons mûrement. Beaufort n'a pu recevoir d'aucun capitaine expérimenté un avis aussi stupide. Sa position personnelle témoigne à la fois de son incompétence et de sa fatuité. Le duc l'a sans doute prise pour rappeler qu'il est l'amiral en chef et que, lui aussi, a une opinion sur le sujet. Après 4 mois d'enquête, 4 mois perdus, Colbert va finir par passer outre aux objections de Beaufort et écrire à la Guette. Par toutes les relations que l'on nous a faites des vaisseaux qui sont à la mer, qui, quoique bons voiliers, ne sauraient jamais approcher les Turcs, qui le sont encore meilleurs, je crois qu'il faudra prendre la résolution de bâtir des frégates légères avec lesquelles on les puisse joindre.